Aujourd'hui, on va remonter dans les années 2000 et je vais vous raconter la plus grande success story de ces années-là dans l'industrie du jeu vidéo japonais, l'ascension de Level 5. Mais tout d'abord, nous allons remonter quelques années en arrière. Je vais vous parler du célèbre Akihiro Ino, à qui on doit Level 5. Il a eu une enfance vraiment très classique. Même s'il est né dans un milieu fortuné, il va se passionner très tôt pour l'informatique, et dès l'âge de 12 ans, il va pouvoir s'acheter son premier PC grâce à ses économies. Et sur ce PC, il pourrait jouer à tous les jeux possibles, tels que Space Invader, qui est vraiment très coté à cette époque-là au Japon. Mais non, lui, il va clairement se passionner pour la programmation. Il aurait pu jouer à la Famicom comme tous les enfants japonais de son âge, mais non, lui il déteste ça parce qu'il trouve les visuels clairement claqués au sol. Car pour lui, les consoles ne sont que des jouets, contrairement à un PC où il peut faire absolument tout ce qu'il veut avec. Mais arrive l'année de ses 20 ans en 1988, et là c'est la sortie de Dragon Quest 3. Et clairement à ce moment-là, tout le monde en parle, que ce soit ses potes, son entourage, il est obligé de céder à la tentation. Donc il va se rendre au magasin, il va l'acheter, et il va clairement le torcher. Et il dira dans une interview que c'est comme s'il avait reçu un coup sur la tête. Que lorsqu'il avait terminé l'aventure, il était limite ému, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à voir les jeux comme un moyen d'expression. Et c'est ce qui lui a permis de changer son regard sur les jeux vidéo. Et dans la tête d'Akihiro Ino, il n'y avait plus aucun doute possible, il voulait créer des jeux vidéo. Il fallait forcément déjà passer par des statuts d'employés et commencer à gagner de l'expérience et monter en échelon. Il va enchaîner plusieurs jobs, dont un à System Soft où il va avoir un job de producteur, mais malheureusement c'était clairement pas ce qu'il voulait, donc il va démissionner au bout de 4 mois. Ensuite il va aller chez River Hill Soft où il va avoir tout de suite un poste de directeur de programmation. Mais il va bosser notamment sur les Overblood, où il va avoir clairement un rôle un peu plus touche à tout. Pour le 1 il s'est seulement occupé de la programmation, mais pour le 2 il s'est occupé de la direction, du planning et même de l'écriture du scénario. Selon lui il arrivait clairement pas à dormir et c'était un des travaux les plus intenses qu'il ait eu à réaliser dans sa vie. Tellement intense qu'il ne pouvait même pas endormir. Mais à la suite de tout ça, ça commence à devenir redondant pour Ino. Le problème c'est que River Hill Soft était une grande entreprise qui avait besoin d'être rentable. Et du coup qui devait faire des suites et des reboots. Et malheureusement pour Ino, c'était pas assez créatif pour lui. Il avait clairement besoin d'autre chose. Et c'est à partir de ce moment-là où il s'est dit, et si je devenais indépendant? Et forcément, pour créer une entreprise, il suffit pas d'avoir des connaissances en termes de jeux vidéo. Et c'est pour ça que Ino a plongé le nez dans ses bouquins afin d'apprendre dans divers domaines, que ce soit la comptabilité, comment déclarer une entreprise, et ce genre de choses. Mais ce qui l'a poussé à aller de l'avant et créer Level 5, c'est un petit coup de pouce de la part de Sony. En 1998, il était en contact avec Sony, et il a usé de ce contact-là pour leur demander de créer un jeu vidéo pour eux. Et à ce moment-là, Sony était en train de travailler sur la PlayStation 2. Ils donnèrent leur accord à Ino, à la seule condition qu'il devait créer son propre studio. Mais à ce moment-là, Ino, il était tout seul. Il a donc démarché ses anciens collègues, avec qui il travaillait pour River Hill Soft. 9 acceptèrent, et c'est parti. Level 5 est enfin né. Le premier projet de Level 5 va être Dark Cloud, sorti sur PS2, qui va être totalement financé bien sûr par Sony. Et c'est un jeu qui aura été assez mis en avant parce qu'il aurait eu le droit à une apparition dans les présentations publiques de la PS2. Donc c'est pas un jeu que Sony met de côté. Au contraire. Et malheureusement, Dark Cloud n'a clairement pas été une réussite commerciale. Seulement 70 000 exemplaires vendus. Après ça c'est uniquement des chiffres tirés du Japon. Car il faut savoir qu'on va le délocaliser aussi en Occident et on va le présenter un petit peu comme un nouveau Zelda. Et au final, au niveau mondial, ça a clairement un plus gros succès parce qu'on arrive à 1,23 million de ventes. Ce qui est quand même une très belle performance pour un premier jeu de la licence. Et ainsi que le premier jeu de Level 5. Et donc ça va permettre à Level 5 d'aller sur des plus gros projets. Et à partir de là, ça va s'accélérer pour Level 5. Il faut savoir que Akihiro Ino était en contact avec le producteur de Dragon Quest, car il voulait lui soumettre quelques conseils. Le producteur ayant joué à Dark Cloud et qui avait énormément apprécié ce jeu, lui propose de reprendre la licence Dragon Quest. Car en effet, Heartbeat qui s'occupait des Dragon Quest a définitivement fermé. Et donc Level 5 va reprendre la suite avec Dragon Quest 8. Donc c'est parti, Ino qui est devenu chef de projet va lancer une vague de recrutement car il a besoin de main d'œuvre. Et ça pourrait être le projet qui pourrait les projeter sur le devant de la scène. Et clairement, ça aurait été une stratégie qui sera couronnée de succès et qui permettra de leur donner une réputation très solide. Toujours en travaillant avec Sony, ils vont sortir Rogue Galaxy en 2005, qui était clairement un jeu très attendu et ils avaient beaucoup d'espoir en lui. Ils vont clairement trouver leur voie dans ce jeu vidéo, mais malheureusement, ça sera un échec cuisant. Et en plus, ça a coûté très cher à développer, le développement était très long, et à la suite de tout ça, Level 5 va arrêter de bosser avec Sony. Pour essayer, pourquoi pas, de tenter de nouvelles choses et se diriger vers peut-être Nintendo. Il est temps de rentrer dans la cour des grands et de devenir éditeur. Donc au milieu des années 2000, un deal similaire à celui de Sony va être passé avec Nintendo. Donc à ce moment-là, Akihiro Ino, il souhaite changer totalement de type de jeu, parce que le JRPG est totalement en déclin en ce moment. Et il va décider
Nous associer avec une personnalité un petit peu atypique, un psychologue assez connu au Japon chez les enfants, du nom de Akira Tago. Donc à la base, c'est un professeur qui donne des cours dans l'université de Tokyo. Mais il se fait connaître dès les années 60 avec une série de livres, Atama no Teisu, qui signifie la gymnastique du cerveau. C'est des ouvrages qui compilent de manière ludique plein d'énigmes, et qui ont bercé les enfances de millions d'écoliers japonais. Et Tago accepte, il va devenir officiellement le puzzle master de la nouvelle série de Level 5, Professeur Layton. Mais il faut savoir que ces inspirations ne viennent pas que d'Akira Tago. Tout le monde connaît le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Eh bien, Level 5 s'en est inspiré, car déjà ils se sont portés sur DS car le développement d'un jeu coûtait beaucoup moins cher. Et en plus de cela, la DS était en pleine explosion. Donc l'idée est simple. C'est de proposer une variante au programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima à partir des livres d'Akira Tago. Mais le problème principal, c'est que si on reprend les livres d'Akira Tago, eh bien ça fait référence à un autre jeu de brain training. Donc c'est clairement un souci parce qu'au final, les livres d'Akira Tago, c'était le meilleur moyen pour se démarquer des autres jeux. Et c'est donc là qu'Akihiro Ino a une nouvelle idée. Il va se dire, mais pourquoi on ne pourrait pas rajouter un scénario à tout ça? Ça devrait clairement plaire vu qu'à la télé, on voit déjà des séries avec des inspecteurs du style Sherlock Holmes, ou bien même des jeux assez populaires Phoenix Wright. Et c'est ainsi qu'ils vont créer le Professeur Layton. Mais au final, Professeur Layton, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est un point and click avec un scénario qui va possiblement tourner autour du fantastique et un peu du surnaturel, accompagné d'une structure d'exploration qui vont mêler dialogue et énigmes. Vous allez pouvoir parler avec les PNJ, vous allez pouvoir explorer les rues, vous allez pouvoir fouiller des objets, dans une Angleterre un petit peu rétro avec une ambiance très mystérieuse. Et c'est ça qui fait le charme de Professeur Layton. La série va clairement avoir un rythme de sortie assez effréné. On va avoir deux premières trilogies qui se succéderont avec la DS et la 3DS, ainsi qu'un opus supplémentaire avec comme personnage principal Catriel Layton, plus un spin-off en 2012 avec Ace Attorney Phoenix Wright, coédité avec Capcom qui essaiera de mélanger un petit peu les deux gameplays. Mais la saga va suivre aussi une logique chère à Level 5, c'est-à-dire qu'elle va se décliner sous forme de films et de séries animées. C'est ainsi qu'en 2009 sortira Professeur Layton et la Diva éternelle, ainsi que 10 ans plus tard avec une série pour enfants autour de Catriel Layton. Bon, même si l'anime est clairement bien accueilli par les fans, il passera clairement sous les radars d'absolument tout le monde en dehors du Japon. Lorsque le dernier opus connu à ce jour, Catriel Layton, sortira, la série malheureusement sera déjà un petit peu oubliée. En plus de ça, on change de protagoniste, donc forcément les fans n'étaient pas tous très contents, et on sent surtout que le concept, il s'essouffle un petit peu. Et c'est aussi à ces moments-là que la santé financière de Level 5 commence à être un petit peu compliquée. Malheureusement, la franchise Layton sera victime de cette période de crise pour Level 5, et avait décidé de se limiter à 2 trilogies plus un opus supplémentaire avec Catriel Layton. Mais ces derniers temps, on a eu comme annonce un nouveau Professeur Layton dans un Nintendo Direct. Il s'agira de Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle trilogie ou peut-être seulement un dernier opus afin de boucler cette série en bonne et due forme? On ne sait pas et on le saura peut-être très bientôt. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'avoue que j'en ai un petit peu peur. C'est-à-dire que Professeur Layton repose sur un concept qui est bien pensé et bien exécuté. Mais forcément qui va être assez difficile à renouveler de par les différents scénarios, mais même surtout les énigmes. Et si on fait un point un petit peu sur les ventes des différents opus, on voit que le premier a été très bien vendu, autour d'1 million d'exemplaires vendus, jusqu'à Catriel Layton qui fera seulement 150 000 exemplaires vendus entre Switch et 3DS. Après, il faut se dire qu'aussi Layton a fait son temps. Il a clairement bercé toute une génération de personnes à travers la DS et la 3DS, de par ses énigmes incroyables, ses scénarios totalement fous et irréalistes, ses personnages doux et attachants, et ainsi que la satisfaction énorme de résoudre ces énigmes. Et pour en conclure sur tout ça, on peut dire que Akihiro Ino, c'est un créateur, et pas seulement. C'est aussi un homme d'affaires, un chef d'entreprise, qui a su accepter un challenge qui n'était pas à la portée de tout le monde, emmener une ribambelle de personnes afin d'arriver à un but ultime, créer ses propres jeux vidéo. On pourra aussi remercier Akihiro Ino de nous avoir fait vibrer durant tant d'années, et on espère pour lui que ça va continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, à la prochaine.